Gérer son patrimoine en Israël, est-ce que c'est vraiment un casse-tête? Eh bien, c'est surtout une question de stratégie. Que l'on soit sur place ou qu'on ait des intérêts dans le pays, il existe des solutions. Et c'est justement ce qu'on va décortiquer ensemble, comment optimiser au mieux ses actifs. Voilà la question centrale, celle qui va tout déterminer. Résident ou non résident? Parce que la réponse, eh bien, elle change absolument tout. C'est vraiment le point de départ, la première brique qui va définir toute la stratégie fiscale et patrimoniale à adopter. Alors voyons ça de plus près. Bon, avant de parler stratégie, il faut poser les bases. Et la base de tout, en Israël comme ailleurs, c'est de bien comprendre les règles du jeu fiscal. C'est vraiment le socle sur lequel on va construire toutes les décisions futures. Alors, qu'est-ce que ça veut dire être résident fiscal israélien? En fait, c'est assez simple. L'impôt vous suit partout dans le monde. Vos revenus, qu'il s'agisse de salaires, de dividendes, de plus-value, peu importe d'où ils viennent, ils sont imposables en Israël. Et là, attention, parce que les taux sont progressifs et ça peut monter très vite, jusqu'à 50%. On comprend tout de suite pourquoi l'optimisation devient, disons, vitale. Et voilà, ce visuel résume parfaitement la grande différence. C'est simple, mais c'est fondamental. Pour les résidents, on parle des revenus mondiaux. Pour les non-résidents, on ne regarde que les revenus de source israélienne. C'est cette distinction qui est la clé de voûte de tout. À partir de là, on a deux chemins, deux stratégies qui n'ont presque rien à voir. Ok, maintenant qu'on a posé cette distinction, concentrons-nous sur le premier cas, les résidents. Comment est-ce qu'on navigue dans ce système? Quelles sont les stratégies concrètes pour gérer son patrimoine? Et bien sûr, le faire fructifier. Pour un résident, il y a plusieurs leviers intéressants à actionner. On a bien sûr l'investissement immobilier, qui reste un grand classique en Israël. Il y a aussi toute la partie planification de la retraite, avec des outils comme la Keren Pensia, qui sont fiscalement très avantageux. Les placements en bourse, évidemment, et un point parfois oublié, les dons philanthropiques. C'est un moyen de soutenir des causes qui tiennent à cœur, tout en allégeant sa facture fiscale. Et justement, si on zoome un peu sur ces options, il y en a une qui se démarque vraiment, l'investissement en bourse. Plus précisément sur le marché local. Pourquoi? Parce qu'il y a un avantage fiscal qui est loin d'être négligeable, surtout quand on parle de plus-value. Retenez bien ce chiffre, 25%. C'est le taux auquel sont taxées les plus-values que l'on réalise sur la bourse de Tel Aviv. Alors 25%, il faut remettre ça en perspective. Quand on compare avec des revenus du travail qui peuvent être taxés jusqu'à 50%, on voit tout de suite que c'est une incitation fiscale énorme. Allez, on a vu le cas des résidents. Maintenant, changeons complètement de perspective et passons aux non-résidents. Pour eux, comme on l'a dit, les règles du jeu sont différentes, les opportunités aussi, et donc forcément, l'approche doit être totalement sur mesure. Alors pour un non-résident, on peut identifier 3 grands axes stratégiques. Le premier, c'est la structure même de l'investissement. On peut penser à des outils comme les trusts, par exemple, pour optimiser la fiscalité. Deuxième axe, jouer intelligemment avec les conventions fiscales internationales. Et le troisième, c'est de miser sur ce qui fait la force d'Israël, son écosystème de start-up, la fameuse Silicon Wadi. Et quand on parle de convention fiscale, le but du jeu est très simple, c'est d'éviter la double imposition. Personne n'a envie de payer des impôts 2 fois sur le même revenu. Une bonne maîtrise de ces accords permet de s'assurer que ce qui est taxé en Israël ne le sera pas de nouveau dans son pays de résidence. Et le gain potentiel est considérable. Maintenant, qu'on soit résident ou non résident, il y a des principes qui sont universels. Une bonne stratégie patrimoniale, surtout sur le long terme, ça repose toujours sur 2 piliers absolument fondamentaux. D'un côté, la planification et de l'autre, la protection. Parlons succession. Il y a un avantage fiscal qui est vraiment majeur en Israël. Il n'y a pas de droit de succession. Ça a été aboli en 1981. C'est une excellente nouvelle, mais attention. Une loi fiscale n'est jamais gravée dans le marbre, les choses peuvent évoluer. D'où l'importance capitale de planifier, d'anticiper, pour ne jamais être pris au dépourvu. Concrètement, comment on protège ses actifs? On peut voir ça comme un plan en 3 étapes très claires. Étape 1, la planification successorale avec un testament valide en droit israélien, c'est crucial. Étape 2, la gestion du risque. Le maître mot ici, c'est diversification, notamment géographique. Et enfin, étape 3, la protection pure, avec des polices d'assurance bien choisies et pertinentes. Bon, on a exploré pas mal de stratégies. Mais il y a un dernier point, et il est vraiment crucial. Tout ce paysage financier et fiscal, il bouge tout le temps. Il est en évolution permanente. Et cette phrase-là, elle résume tout. Un domaine complexe où ce qui était optimal hier peut ne plus l'être aujourd'hui. C'est exactement ça. Une stratégie parfaite il y a 2 ans peut être complètement dépassée aujourd'hui.
C'est pour ça qu'un suivi régulier avec des conseils d'experts, c'est indispensable pour ajuster le tir en temps réel. On arrive au terme de cette analyse. Mais bien sûr, le parcours patrimonial, lui, ne s'arrête jamais vraiment. Avec toutes ces informations en main, la question n'est plus de savoir s'il faut agir, mais plutôt de définir par où commencer. Quelle sera la toute première étape stratégique à mettre en place?